trouve que c'est très marketing. Et le parti pris qu'on a pris à Cochin, c'est de ne pas faire payer les implants toriques, à la différence des implants multifocaux, en se disant que quelqu'un qui est astigmate, il n'a pas choisi d'être astigmate, et qu'au final, le service rendu par un implant torique est le même que par un implant monofocal. Simplement, il va compenser un astigmatisme et donc une maladie, et donc il n'y a pas de raison que le patient paye puisque c'est une maladie. Voilà un peu le principe. Et donc, chez nous, en tout cas, les implants, les patients ne payent pas leur implant torique, ce qui permet déjà d'avoir un problème en moins sur le plan de la décision médicale. Tout ça est remboursé dans le cadre du GHS. Juste une image pour vous montrer le service, parce que je n'ai pas eu l'occasion de le faire dans les précédentes présentations, et le fameux Open Space. Donc notre hôpital a ouvert il y a 1 an et demi, il y a 18 mois, et comme vous le voyez, on opère chirurgien côte à côte, sans cloison. Ça a beaucoup d'avantages sur le plan de l'efficience, notamment de circulation des personnes et des patients. La seule petite contrainte, vous vous en doutez, elle est acoustique, parce qu'il faut vraiment faire attention au chirurgien qui opère à côté et ne pas le déranger, que ce soit dans son discours aux patients ou lorsqu'on opère avec le bruit des machines. Mais revenons au sujet du jour. Donc, pourquoi et comment traiter l'astigmatisme? Donc, la chirurgie de la cataracte, ça ne vous a pas échappé, est devenue une chirurgie réfractive, et ça maintenant les patients l'ont compris. Ils attendent aussi de ne plus porter de lunettes ou très très peu après leur chirurgie de la cataracte. En termes de fréquence, l'astigmatisme, comme vous le voyez ici, c'est 15 à 20% des patients, si on considère l'astigmatisme supérieur à 1,5 dioptrie. Donc c'est un patient sur 5 chez qui on va considérer la possibilité de mettre un implant torique. Alors, une question qu'on peut aussi se poser, c'est finalement pourquoi on utilise depuis si peu de temps les implants toriques, alors que quand on regarde la littérature, les premiers implants toriques ont été développés au début des années 90. La réponse, elle est simple, c'est grâce au progrès de la chirurgie de la cataracte, notamment des micro-incisions, de l'astigmatisme chirurgicalement induit. Il est évident que si vous faites une incision de 6 mm avec beaucoup de points, la correction par un implant torique devient un petit peu secondaire par rapport à ce que vous avez induit chirurgicalement. Et donc, voilà, il est en compétition, et j'allais dire la compétition est gagnée avec les incisions relaxantes limbiques, qui sont beaucoup moins reproductibles que l'implant torique. Et en ce moment, la meilleure façon de corriger l'astigmatisme lorsque vous opérez une cataracte, c'est vraiment donc l'implant torique. On gagne évidemment en indépendance aux lunettes. Et chez ces patients, vous voyez qu'on est passé de 30% à 53% lorsqu'on utilise des implants toriques. Alors, la décision de correction de l'astigmatisme, on va le voir ensemble cet après-midi. C'est d'abord l'importance et l'axe de l'astigmatisme, les attentes du patient. Alors, autant je donne beaucoup d'explications pour un implant multifocal, autant pour un implant torique, je ne rentre pas dans les détails. D'abord parce que c'est un peu plus compliqué à expliquer aux patients. L'astigmatisme, c'est quelque chose d'obscur. Lui, finalement, ce qu'il veut, c'est avoir la meilleure vision de loin sans lunettes. Et je ne fais pas de dessin. D'abord, il n'y a pas d'argent à demander, donc c'est vraiment plus simple. Le type d'implant, on y reviendra. Il faut avoir une plateforme d'implant sur laquelle vous êtes habitué. Évidemment, des implants qui ne tournent pas. Et y a-t-il des comorbidités oculaires qui empêcheraient de mettre un implant torique? Pas vraiment, en fait, hein. Franchement, c'est pas parce que vous avez une membrane, c'est pas parce que vous avez une dégénérescence maculaire que l'image doit être de moins bonne qualité. Et donc moi, j'ai pas de contre-indication à l'utilisation des implants toriques, en tout cas sur les comorbidités oculaires. Donc les corrections courantes, c'est de 1,5 à 6 dioptries, on le verra. C'est la plupart des compagnies et des implants sont développés sur cette base-là. Et pour les astigmatismes extrêmes, il y a quelques compagnies qui vont jusqu'à 12 dioptries d'astigmatisme sur commande. Donc là, il faut attendre un petit peu plus longtemps. Une des contraintes, c'est qu'il faut que l'astigmatisme soit régulier. Je vais vous passer la liste, mais que je tiens à votre disposition pour ceux qui sont intéressés, de tous les implants toriques développés. Alors, on parlait d'astigmatisme chirurgicalement induit. On a fait des progrès énormes. On considère maintenant que si vous faites une incision en temporale de 2,2 mm, votre astigmatisme chirurgicalement induit est neutre, nul. Il reste une cause d'astigmatisme chirurgicalement induit, c'est celle-là.
Il ne faut pas paniquer, c'est des brûlures cornéennes, ça peut arriver, notamment lorsque vous avez des phaco un peu durs, avec des ultrasons, des incisions un peu serrées. Donc ça peut donner des astigmatismes qui montent jusqu'à 4-5 dioptries, et il faut laisser du temps. Il ne faut pas s'énerver. Et la plupart des cas régressent au bout de 2-3 mois et reviennent à des astigmatismes normaux. Alors, quel type d'astigmatisme traiter? On verra aussi que dans l'évolution de l'utilisation des implants toriques, ce dogme est en train de tomber. Au départ, on recommandait d'utiliser, et si vous débutez dans l'utilisation des implants toriques, je vous recommande de suivre cette règle, d'utiliser la correction pour les astigmatismes réguliers, et réguliers uniquement. Donc la meilleure façon de vérifier que l'astigmatisme est régulier, c'est de faire une topographie cornéenne. Donc pareil, pour moi, si vous utilisez un implant torique, il faut avoir un topographe, parce que c'est la seule façon finalement de vérifier que l'astigmatisme est bien régulier, et de définir finalement l'axe de l'astigmatisme. Donc quels sont les examens requis avant l'utilisation d'un implant torique? C'est avoir un biomètre non contact, évidemment avoir une mesure de la kératométrie, et le topographe, c'est ce que je viens de vous dire. Donc on va voir ensemble la stratégie préopératoire. Donc ça, vous l'avez compris, pour ceux qui utilisent des implants toriques depuis longtemps, je vais enfoncer des portes ouvertes, mais globalement, quand on retire le cristallin, eh bien, on peut révéler de l'astigmatisme cornéen qui jusque-là était compensé, ou potentiellement compensé par le cristallin. Donc, ce qu'on va corriger finalement, ce n'est pas l'astigmatisme qu'on mesure, mais c'est uniquement compenser l'astigmatisme cornéen. Vous voyez que chez cette patiente, quand on fait la réfraction totale, elle est à moins 2,75 d'astigmatisme, mais sachant qu'on va retirer le cristallin, qu'est-ce qui va rester? L'astigmatisme cornéen uniquement. Et dans ce cas précis, il est à moins 0,75, donc cette patiente finalement n'a pas besoin d'un implant torique. Donc, ce qui compte, c'est de répéter les mesures de kératométrie. On le verra tout à l'heure. Il y a des situations, notamment pour les petits astigmatismes, où c'est particulièrement difficile d'avoir des résultats cohérents entre les différents examens et différents appareils de mesure. Donc, je vous donnerai la stratégie pour compenser ça. Mais une des façons d'avoir la mesure la plus fiable, c'est de répéter les examens. Ce que je dis souvent chez les patients, notamment qui ont des mébomites ou des troubles de la surface, c'est de rincer l'œil pour avoir la surface la plus lisse possible. Et évidemment, au final, de ne prendre en compte que l'astigmatisme cornéen. Voilà. Donc ensuite, la plupart des compagnies ont des calculateurs en ligne. Donc vous allez pouvoir vous loguer par Internet sur une interface où vous allez rentrer les données de votre patient. Et c'est finalement le calculateur en ligne qui va vous désigner la puissance de l'implant et le type de l'implant qui va permettre de corriger votre astigmatisme. Donc, tout ça est relativement simple désormais. Alors juste une petite chose, il faut savoir que la correction sur le plan cornéen est moins importante que le cylindre que vous utilisez, puisqu'il y a une distance entre la cornée et l'implant. Donc c'est ce que relate finalement ce tableau. Donc quand vous utilisez un implant de 6 dioptries, dans le plan du sac capsulaire, finalement, vous ne corrigez au niveau cornéen que 4 dioptries. Et vous voyez qu'on peut le décliner à 1,50, vous ne corrigez qu'une dioptrie. Et donc, en fonction de l'astigmatisme cornéen mesuré, vous allez avoir le type et la puissance de l'implant. Donc, la puissance du tore est désignée par la lettre T. Et maintenant, ça commence même à T2. Et ça va jusqu'à T9. Et il y a quelques compagnies pour les astigmatismes extrêmes, notamment de Zeiss, qui permettent d'aller jusqu'à T12 avec des temps d'attente un peu plus longs. Donc ensuite vient le temps de la procédure chirurgicale. Et donc le principe, eh bien, c'est de marquer l'œil sur l'axe horizontal, 0,180. Alors on a un tout petit problème pour cela, c'est qu'il y a de la cyclotorsion. C'est-à-dire que si vous faites le marquage avec un patient allongé, l'œil a tendance à tourner et vous n'avez pas le vrai repère 0,180. Donc celui-là doit être toujours fait patient demi-assis. Voilà ici le marquage. C'est des petites vidéos normalement qui se lancent, mais
Ils n'ont pas l'air de vouloir démarrer. Quoi qu'il en soit, le principe, vous le voyez ici, c'est de marquer l'axe horizontal à l'aide d'un petit compas. Alors on peut s'aider maintenant des smartphones, il y a même des choses sur Internet qui permettent d'avoir l'axe horizontal, un peu comme des niveaux de maçon, pour être sûr de ne pas avoir un angle nous-mêmes. Et puis ensuite, on va avoir un marqueur d'axe. Donc le marqueur d'axe va être aligné sur les deux repères préalablement marqués, 0, 180. Et puis on va ensuite définir l'axe d'implantation qui a été proposé, je vous le rappelle, par le calculateur en ligne. Sur le calculateur, vous avez l'axe de positionnement de votre implant qui est 135 degrés ici. Et donc, axe que vous allez pouvoir noter. Je vous montre sur cette image. Voilà, on va repérer en fait l'axe d'implantation. Là, vous avez l'axe horizontal et on va pouvoir faire les marquages. Donc les prérequis au niveau chirurgical, c'est évidemment d'avoir, tant que possible, une capsule recouvrante sur l'implant sur 360 degrés. Ça va permettre une meilleure stabilité de l'implant et un meilleur positionnement. De ne pas avoir de rupture capsulaire, ça va de soi. Donc quand vous avez prévu un implant torique, ce que je dis toujours, c'est d'avoir un implant monofocal, idéalement de type sulcus, qui permet de switcher l'implant en cas de problème chirurgical. Puisque tous les calculs ont été faits avec un implant dans le sac capsulaire. Oui, vous avez raison. Alors, pour le positionnement de l'implant, là aussi, il y a des petits trucs et astuces. C'est qu'il ne faut pas vouloir positionner votre implant en péropératoire tout de suite sur l'axe de positionnement, parce que quand vous allez retirer le visqueux notamment, et lors des dernières manœuvres pour refaire l'étanchéité de votre œil, etc., l'implant risque de tourner. Donc on se laisse toujours une marge, notamment pour les implants monoblocs qui ne tournent que dans un sens. Si vous avez un implant avec 4 points d'appui, finalement, ce n'est pas très grave, puisqu'il peut tourner à droite ou à gauche. Si vous avez un implant monobloc qui ne tourne que dans le sens horaire, par exemple, il faut vous laisser 10 ou 15 degrés de marge avant le positionnement idéal. Vous retirez tout le visqueux, vous refaites votre étanchéité. Avec un micromanipulateur, vous pouvez ajuster en avançant très légèrement pour atteindre l'axe optimal. Mais en gros, c'est laissez-vous de la marge en péropératoire avant de placer l'implant, parce que je vous rappelle que si vous dépassez l'axe optimal et que l'implant ne tourne que dans un sens, vous êtes bon pour faire tout le tour. Et ça peut être compliqué si vous n'avez plus de visqueux. Vous risquez de forcer, de désinsérer la zonule. J'ai vu des complications à ce stade-là. Donc il faut éviter effectivement de faire tourner trop l'implant. Et donc laissez-vous cette marge de 10 à 15 degrés. L'autre façon de faire, c'est évidemment quand vous retirez le visqueux, d'appuyer légèrement sur l'implant pour le stabiliser, pour pas qu'il, surtout les implants qui peuvent être instables à ce stade, vous appuyez sur l'implant, ça permet de stabiliser l'implant quand vous retirez le visqueux. Ça, c'est aussi une petite astuce évidente. Voilà, donc l'alignement final doit être optimal. Alors vous voyez que là, notamment, jusqu'à très récemment encore, on utilisait des feutres. Et vous voyez que le feutre, la largeur du feutre finalement est relativement épaisse. Et donc la précision, on n'était pas à 3-4 degrés près, je pense. Encore, je suis gentil, quand c'était pas 5 degrés. Alors vous savez que chaque degré perdu, on perd 3,3% d'efficacité de la correction d'astigmatisme. Donc chaque degré compte, j'allais dire, dans cet alignement. Alors depuis peu, on est aidé par les biomètres non contact qui vont permettre de prendre une image de référence. Et ça nous a vraiment simplifié la vie. Donc cette image de référence, elle va regarder les vaisseaux conjonctivaux, le relief irien. Et cette photo va nous permettre de ne plus avoir à repérer l'axe 0-180 degrés. C'est le biomètre et le système Callisto en l'occurrence. Il y a aussi la même chose chez Alcon qui vont permettre en fait de repérer l'axe 0-180. Alors, si vous êtes bien équipé, cette photo va pouvoir être réintégrée dans votre bloc opératoire. Et au bloc opératoire, vous allez avoir le repère 0-180 degrés directement et l'axe que vous aurez programmé qui s'inscrit et qui se projette dans les microscopes oculaires. Je vous ai préparé une petite vidéo
pour vous montrer les résultats de cela et à quoi ça ressemble. Alors, forcément, un peu difficile avec la projection. C'est Femto. Sinon, je vous la montrerai après parce que tous mes items sont un peu mélangés à cause de la projection. Bon, je vous montrerai le film à la fin de l'exposé pendant qu'on discutera. Présentateur, ce sera plus simple. Et en gros, on a en projection, dans le microscope, l'axe dans lequel il faut implanter l'implant. Donc c'est beaucoup plus simple et surtout beaucoup plus précis. Et ça permet d'optimiser les résultats cliniques. Et encore une fois, de ne plus avoir besoin d'utiliser ces feutres qui n'étaient vraiment pas précis. Alors, les résultats cliniques, ils sont extrêmement bons. Pour preuve, la pénétration de ces implants toriques sur le marché de la cataracte a été quasiment immédiat. On a dépassé les implants multifocaux tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions à se poser et les résultats sont assez spectaculaires. Et ils sont d'autant plus spectaculaires que l'astigmatisme est important et de haut niveau. Alors, qu'est-ce qui va conditionner aussi le résultat? C'est d'avoir un implant qui ne tourne pas en post-opératoire, c'est la stabilité rotationnelle. Ici, des photos prises à 6 mois après l'implantation et on voit qu'on n'a pas du tout bougé. Mais globalement, les implants quand même bougent en moyenne de 3 à 4 degrés, quelles que soient les plateformes. Donc utilisez quand même des implants dont vous avez l'habitude et des implants à bonne stabilité rotatoire parce que ça va conditionner absolument vos résultats optiques. Alors quand on regarde dans la littérature, dans les meilleures séries, on a des acuités visuelles de loin qui dépassent 97% sans lunettes grâce aux implants toriques. Donc ça c'est quand même des résultats qu'on n'obtenait pas avec les implants monofocaux. Alors maintenant, on va rentrer dans les choses un peu plus délicates avec les risques de l'implantation. Et je voulais vous partager avec vous ce graphe qui vous montre l'astigmatisme qu'on a corrigé au départ et l'astigmatisme résiduel en post-opératoire. Et on est assez frappé, très vite, de constater que lorsque vous corrigez des petits astigmatismes, vous avez plus d'astigmatisme résiduel que lorsque vous corrigez des forts astigmatismes. Et la raison, en fait, elles sont nombreuses. On va les détailler ensemble cet après-midi et puis voir point par point comment on peut améliorer les résultats des petits astigmatismes. En gros, ce que je veux dire, c'est qu'avec l'utilisation des implants toriques, le challenge, il n'est pas l'utilisation des implants de type T5 jusqu'à T9, parce que tout le monde a de bons résultats. Le problème, il est sur les petits astigmatismes de T2 à T4. Alors pourquoi? La première chose, c'est qu'on observe des difficultés de mesure et des discordances entre les différents appareils de mesure. Je m'explique. Si vous avez un astigmatisme de 4 dioptries, en gros, tous les appareils sont d'accord. Tout le monde va vous donner 4 et tout le monde va vous donner le même axe, que ce soit votre biomètre no contact, que ce soit votre réfracteur, que ce soit le topographe. Donc finalement, c'est assez simple de le corriger. On ne se pose pas de questions. Mais plus vous descendez dans les astigmatismes, plus les discordances vont augmenter. Et ces discordances, elles augmentent pour plein de raisons. Elles augmentent d'abord à cause de l'importance et de l'influence du film lacrymal. Si le film lacrymal compte pour 0,50 ou 0,75 d'astigmatisme, évidemment, si vous corrigez un 25, 0,50 d'astigmatisme lié au film lacrymal, c'est énorme. Ça va vous faire varier votre axe. C'est pour ça que d'un appareil à l'autre, vous n'allez pas avoir la même puissance et pas le même axe. Donc pour contrebalancer ça, il faut utiliser le maximum d'appareils possibles et répéter les mesures. Voilà. Et au final, on va voir à quel appareil il faut faire confiance quand tous sont discordants, ce qui peut arriver. Évidemment, sur les petits astigmatismes, la qualité de votre chirurgie est très importante. Si vous avez un astigmatisme, encore une fois, de 3,50 dioptries et que votre astigmatisme induit est de 0,2 ou de 0,4, l'influence va être quasiment nulle.
À l'inverse, si vous corrigez une dioptrie d'astigmatisme et que vous induisez encore 0,2, c'est 20% de l'astigmatisme que vous allez corriger, et c'est aussi une perturbation de l'axe de l'astigmatisme. Donc, comme je vous le disais en introduction, les incisions, il faut qu'elles soient le plus neutres possible, et pour être neutre, il n'y a pas 10 000 solutions, c'est l'incision temporale, et c'est une incision qui ne doit pas dépasser 2,2 mm. Tant que vous n'êtes pas dans ces standards-là, il vous faut calculer l'astigmatisme chirurgicalement induit, et ça va influencer les résultats de vos implants toriques. Alors pourquoi avec les petits astigmatismes, on a ces résultats discordants, et pourquoi on a ces mauvais résultats? Parce qu'il y a l'astigmatisme postérieur qui joue aussi son rôle. L'astigmatisme postérieur est beaucoup plus stable que l'astigmatisme antérieur, mais vous voyez que selon les études, il varie quand même de 0,26 à 0,78 dioptries. Donc si on ne tient pas compte de l'astigmatisme postérieur et que vous ne corrigez que l'astigmatisme antérieur, notamment sur les petits astigmatismes, l'influence de l'astigmatisme postérieur va être majeure. Donc là, il faut vraiment le prendre en compte. On verra qu'il y a deux façons de le prendre en compte. Il y a des algorithmes, des nomogrammes, qui le prennent en compte de manière probabiliste. Ils ont pris un petit millier de patients, ils ont regardé l'astigmatisme postérieur et ils ont fait la moyenne. Et nous, à partir de cette moyenne, on va l'intégrer dans nos calculs d'implant pour tenir compte de cet astigmatisme postérieur et corriger la correction de l'astigmatisme antérieur uniquement. Donc ça, c'est un moyen très important d'améliorer ces résultats sur les petits astigmatismes. Donc, comme je vous le disais, l'astigmatisme postérieur est stable et la plupart du temps, c'est un méridien qui est bombé verticalement. Ce qui veut dire que si vous n'en tenez pas compte, vous allez surcorriger les astigmatismes directs et sous-corriger les astigmatismes inverses. Donc, ça veut dire quoi? Que si vous n'avez pas de moyens et pas accès au nomogramme pour tenir compte de l'astigmatisme postérieur, en cas d'astigmatisme direct, il faut augmenter la correction. Et vous voyez que ce n'est pas neutre, puisque ça va de 0,5 à 0,6 dioptries. Et en cas d'astigmatisme inverse, il faut à l'inverse, c'est le cas de le dire, le diminuer de 0,2 dioptries. D'accord? Là aussi, sur les petits astigmatismes, on est confronté à l'effet du tilt. L'effet du tilt, ça peut être 0,2, 0,5 dioptries d'astigmatisme. Donc c'est un implant qui n'est pas dans le bon axe et qui va vous donner un astigmatisme induit, aussi des aberrations optiques de haut degré, mais aussi de l'astigmatisme, aussi du bas degré. Et donc ça, c'est une raison supplémentaire pour expliquer les mauvais résultats avec l'astigmatisme, les petits astigmatismes. Alors, pour tenir compte de l'astigmatisme postérieur, c'est la formule dont je vous parlais, c'est la formule de Barrett. Donc, la formule de Barrett, je ne sais plus, ils ont pris 800 patients, ils ont mesuré tous les astigmatismes postérieurs, ils ont sorti un nomogramme. Nomogramme qui vous permet de compenser, en fait, en fonction de l'astigmatisme, est-il direct ou inverse. Et vous voyez que si vous, avec un implant de 1 dioptrie dans le plan cornéen, vous allez pouvoir corriger des astigmatismes directs de 1,70 à 2,19, mais inverse de 0,40 à 0,80, et ainsi de suite. Alors, la chance pour nous, c'est qu'au début, nous, on faisait ça à la main. Les compagnies comme Alcon et Zeiss ont maintenant intégré la formule de Barrett dans le calculateur en ligne, ce qui fait que lorsque vous cochez formule de Barrett, le calculateur en ligne va tenir compte de ces nomogrammes et algorithmes et vous donner le meilleur implant possible pour corriger l'astigmatisme. Alors ne soyez pas étonnés, ça change l'axe aussi, pour des raisons de calcul vectoriel assez complexes. Lorsqu'on additionne l'astigmatisme postérieur avec l'astigmatisme antérieur, l'axe de correction change, évidemment. Donc ça, c'est pas, il ne faut pas que ça soit faut pas que ça vous déroute, c'est strictement normal. Ça, c'est le calculateur en ligne de Hoya. Et pourquoi j'ai choisi de vous le montrer? C'est que l'industrie aussi a fait, je vais m'arrêter 2 secondes, a fait aussi des progrès en essayant de mesurer l'astigmatisme postérieur en direct. Vous l'avez compris, la formule de Barrett, c'est probabiliste. On n'a pas besoin de mesurer l'astigmatisme postérieur, c'est une moyenne en fonction de ce qui était mesuré avant. Mais il y a des appareils comme le Patacam, notamment toutes les technologies un peu de Chemflug, qui permettent d'analyser l'astigmatisme postérieur et d'avoir la vraie valeur de l'astigmatisme postérieur. Ça, c'est ma première remarque. Il y a beaucoup d'études qui ont comparé formule de Barrett avec mesure directe de l'astigmatisme.
et on ne fait pas mieux. C'est-à-dire que quand vous mesurez l'astigmatisme direct postérieur et que vous essayez de l'intégrer dans le calculateur d'implant, on ne fait pas mieux que la formule de Barrett. Très probablement, quand j'ai lu les articles, la raison principale est que justement, les calculs ne sont pas faits de manière vectorielle. C'est-à-dire que quand vous mesurez un astigmatisme postérieur, comment vous faites pour l'additionner à l'astigmatisme antérieur? Les auteurs, en fait, soustrayaient directement la puissance de l'astigmatisme postérieur à l'astigmatisme antérieur, mais sans tenir compte de ce calcul vectoriel. Et évidemment, l'influence n'est pas la même en fonction de la différence d'axe entre l'antérieur et le postérieur. C'est pour ça que les résultats, quand on le mesure, finalement, ne sont pas évidents et que la formule probabiliste de Barrett est meilleure que le fait de le mesurer en direct. C'est un peu paradoxal. Mais, depuis quelques mois maintenant, pour ceux qui ont des biomètres non contact de type YOLMaster, le YOLMaster intègre dans sa dernière version la mesure de l'astigmatisme postérieur. Donc là, on est en train de faire une étude dans le service. Je ne peux pas vous dire si c'est fiable, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si votre calcul d'implant tient compte de l'astigmatisme postérieur, il faut décocher la formule de régression Barrett, Aboulafia, Corr, tout ça, ce sont des synonymes, parce qu'il ne faut plus utiliser le nomogramme puisque vous avez déjà calculé l'astigmatisme postérieur. Ça, c'est un piège auquel il faut être sensibilisé. Donc, faites attention, regardez la version de YOLMaster que vous avez. Si c'est la dernière version qui tient compte de l'astigmatisme postérieur, il faut revenir aux anciens calculateurs toriques et ne pas tenir compte des formules de régression Aboulafia, Corr et Barrett. Encore une fois, ce sont trois synonymes. Il n'y a plus accès à Alcon, mais en ligne un calculateur de torique uniquement Barrett. Non, non, non. Donc maintenant, tu vas voir, tu peux décocher aussi Barrett dans le calculateur torique. Mais c'est la dernière version, je suis d'accord avec toi, ce n'est pas la première version du torique, mais on peut décocher, voilà. Et ça, c'est tout récent. C'est depuis fin décembre, début janvier. Est-ce que c'est bien compris ces petites nuances qui peuvent vous gâcher vos résultats post-opératoires? Le calculateur Alcon avec Barrett nous demande K1, K2, l'axe et la profondeur de champ antérieur et la longueur axiale. Dans l'ancienne version, il nous demandait que K1, K2, longueur axiale. Donc on dit la valeur à rentrer supplémentaire était juste la profondeur de champ antérieur. Absolument, parce que dans le calcul de Barrett, dans la formule de régression, il tient compte de la position effective de l'implant. La position effective de l'implant, elle est évaluée en fonction de la profondeur de chambre antérieure. Donc ça aussi, ça a permis de... Parce que justement sur les calculs vectoriels, il corrige ça aussi en fait dans la formule de Barrett. C'est que plus vous êtes éloigné en fait du plan cornéen, plus il va falloir doper l'implant pour corriger la même puissance. Voilà. Et 1 millimètre, ça peut être parfois une différence de tort d'une puissance. Vous pouvez passer d'un T2 à un T3 à cause de ça. Ouais. Alors après, il y a les formules type Oladé, Offerq et Gis qui tenaient compte déjà de la profondeur de chambre antérieure dans leur formule de calcul d'implant pour la puissance de la sphère. Hein. Mais pour le tort, ce n'était pas pris en compte jusqu'à très récemment. Tout compris sur les implants toriques, voilà les dernières innovations. Alors, quelques mots dans les 5 minutes qui nous restent pour vous parler des pièges persistants. Alors, on va s'arrêter sur l'astigmatisme irrégulier. L'astigmatisme irrégulier, quand on a commencé à poser des implants toriques vers 2008, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, c'est une contre-indication absolue. Si un astigmatisme irrégulier, ne posez pas d'implant torique. Et en fait, c'est faux, notamment depuis qu'on sait calculer la face postérieure de ces cornées pathologiques, et avec les formules de Barrett qui là aussi fonctionnent, eh bien, on a des résultats qui sont plutôt pas trop mal. Donc, alors c'est un peu de la cuisine, il faut sous-corriger par rapport aux astigmatismes mesurés pour que, évidemment, le torique corrige une partie de l'astigmatisme inférieur, mais ne vienne pas non plus perturber la cornée supérieure qui, elle, n'est pas très astigmate. Donc, mais c'est mieux que de mettre un implant monofocal. C'est ça qu'il faut retenir. Les résultats sont plutôt bons. Voilà. À condition d'avoir un appareil qui mesure la face postérieure de la cornée. Là aussi. Donc là... Maintenant, si on a le YOLMaster qui mesure la face postérieure de la cornée, je pense que les résultats vont encore monter d'un cran. Donc, astigmatisme régulier, c'est vraiment au cas par cas, c'est un peu de la cuisine. Et prise en compte de l'astigmatisme postérieur en mesure directe optimise les résultats. Un autre problème des corrections d'astigmatisme, c'est le myope fort, c'est un peu le thème du congrès.
c'est dans certains cas de myopie forte, donc des longueurs axiales qui dépassent 26 mm, on a souvent des déconvenus, vous faites tout bien, vous corrigez votre astigmatisme, vous utilisez la formule de Barrett et le patient n'est pas content. Il est même, parfois, c'est les seuls patients qui sont mécontents avec l'utilisation des implants toriques, il est parfois gêné par l'implant torique. Tout simplement, souvent, quand vous réexaminez les choses, c'est qu'ils ont des fonds d'yeux et des pôles postérieurs complètement déformés. Et cette déformation, une des hypothèses, est qu'elle est venue au fil du temps finalement compenser une partie de l'astigmatisme cornéen. Et ça, pour l'instant, on n'a aucun appareil de mesure qui nous permette de dire, en fonction de la déformation du fond d'œil, quel astigmatisme peut être corrigé grâce à ces déformations maculaires. Donc, là aussi, un principe, c'est de sous-corriger l'astigmatisme, premièrement, et de prendre en compte l'astigmatisme corrigé dans les lunettes de ces patients fort myopes. Un patient fort myope, je vais prendre une valeur au hasard, qui a moins 18, qui n'a pas d'astigmatisme corrigé dans ses lunettes, et vous avez moins de 50, vous, au total, moins 2 en cornée, foutez-lui la paix. Ne le corrigez pas avec un implant torique. A l'inverse, un patient qui a moins 20 et qui a moins 4 dans ses lunettes, qui est très bien comme ça, allez-y, vous pouvez corriger l'astigmatisme. Donc c'est un peu comme ça que je fais la dichotomie, mais méfiance dans les cas d'astigmatisme postérieur, fort myope, et donc fond d'yeux déformé. Docteur Bonnel. Alors oui, c'est une excellente remarque. Alors moi, j'utilise des implants qui font 13 mm tout, donc qui tournent peu, les monoblocs, Alcon pour ne pas les nommer. Mais c'est vrai que chez les patients fort myopes, on a des grands sacs, on a aussi une hyperlaxité zonulaire, on peut avoir souvent des grands rexis à notre insu. Sur un grand œil, on pense faire un petit rexis, et puis quand on met l'implant est noyé dans un œil immense, et le rexis est beaucoup plus grand qu'on ne le pensait. Donc ça, c'est aussi des pièges classiques. J'allais dire, si vous êtes précautionneux, si vous prenez votre temps, il faut peut-être stabiliser l'implant un peu plus longtemps que sur un patient hémétrope, prendre son temps avant de partir, faire une bonne étanchéité. J'ai pas eu d'implants qui ont tourné sur... Pourtant, les Zeiss sont assez stables. Et il n'y avait pas une poche d'eau en dessous. Parfois, il y a des... Sous l'implant, il faut se méfier aussi des réservoirs de visqueux ou parfois de BSS sous l'implant qui font que l'implant n'est plus stable. Plus l'implant va être plaqué sur la capsule postérieure, plus ça va adhérer. Il y a un effet ventouse avec la capsule et plus ça stabilise l'implant. De temps en temps, sur les patients aussi fort myopes, sans se rendre compte, on va mettre du BSS sous l'implant, entre l'implant et la capsule. Alors l'implant, en fait, il flotte sur de l'eau. Donc ça, c'est aussi un petit piège que j'ai pu identifier. Parce que moi, les Zeiss, sur les 9 forces, sont un peu limites en taille. Peut-être. Moi, je ne suis pas très implant navette. Donc c'est vrai que je suis plutôt monobloc les plus larges possibles. Alors, une des attentes aussi pour les implants toriques, c'est évidemment le préchargé, parce que beaucoup d'implants toriques ne sont pas préchargés. Donc ça, c'est les dernières avancées qu'on attend. Pour quelles raisons ? En fait, ça multiplie les références, donc il faut des réserves immenses, parce qu'évidemment, pour chaque implant, vous pouvez aller de T3 à T9, donc c'est un peu compliqué à stocker. Mais néanmoins, et à fabriquer visiblement. Mais néanmoins, ce sera quand même l'avenir, et on attend ça avec impatience. Alors, les dernières avancées, personnellement, j'en ai pas l'expérience, c'est l'AURA, vous savez, c'est cet abéromètre péropératoire. Alors, il faut avoir un œil avec une bonne tension, au moins 16 mm de mercure, donc un œil bien gonflé, et vous allez pouvoir vérifier en péropératoire, grâce à cet appareil, s'il y a de l'astigmatisme, et si vous êtes bien dans l'axe de l'astigmatisme, mesuré. Alors, moi, je suis un peu perplexe par rapport à cet appareil, compte tenu du traumatisme induit, parfois de l'hydratation des berges, qui fait que l'astigmatisme qu'on mesure en péropératoire, est-ce que c'est celui qui va exister une semaine plus tard ? Je ne suis pas très sûr de ça, mais il y a une étude qui montre que quand on utilise l'AURA, on améliore les résultats réfractifs post-opératoires de 0,2 dioptrie. Donc ce n'est pas neutre, c'est un vrai progrès. Qu'en est-il de l'utilisation du femtocataracte ? Femtocataracte, j'allais dire dans ce domaine-là aussi, ou pas femtocataracte, même résultat en termes de résultats réfractifs avec l'utilisation des implants toriques. Donc voilà l'enseignement que je voulais vous faire cet après-midi sur les implants toriques. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Pas de questions ? Bonne utilisation d'implants toriques. Merci pour votre attention.